Bienvenue dans Objection rejetée, épisode 7. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée très répandue, celle que l'évolution serait la seule et unique explication de nos origines. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Alors, mon but ici, ce n'est pas de tout rejeter en bloc, pas du tout. Il s'agit plutôt d'explorer ensemble une question. L'évolution darwinienne est-elle une théorie purement scientifique ou est-ce qu'elle n'intègre pas aussi une part de philosophie? Surtout quand on se penche sur certains défis qui, aujourd'hui encore, restent sans réponse claire. Bon, pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par les fondations de la théorie. Pour ma part, je la vois reposer sur deux piliers principaux, deux idées fondamentales. Le premier pilier, c'est cette idée d'ascendance commune, universelle. C'est la fameuse image de l'arbre de la vie de Darwin. L'idée que toute forme de vie sur Terre, absolument toute, est connectée à un seul et même ancêtre qui serait lui-même apparu à partir de matière inerte. Et le deuxième pilier, c'est la sélection naturelle. C'est en quelque sorte le moteur de toute cette mécanique. Le principe, c'est que la nature, de manière complètement aveugle, favorise les petites variations au hasard qui aident un organisme à survivre un peu mieux et à se reproduire un peu plus. Et là, on arrive à une distinction qui, pour moi, est absolument cruciale. Ce qu'on peut observer dans la nature, c'est la microévolution. Des petits changements, des adaptations au sein d'une même espèce. Darwin ensuite fait un grand saut à partir de ça pour proposer la macroévolution. L'idée que ces petits changements, accumulés sur des millions d'années, peuvent carrément créer de nouvelles espèces. C'est cette extrapolation, ce saut, que je trouve intéressant d'examiner de plus près. Maintenant, voyons un peu comment cette théorie, lorsqu'on la considère comme une explication totale, peut façonner toute une vision du monde, avec des conséquences très profondes sur notre manière de voir la réalité. En fait, si l'on adopte cette théorie comme étant la seule et unique explication de nos origines, ça nous conduit logiquement vers 4 conclusions majeures sur notre vision du monde. Et cette citation de Richard Dawkins, je trouve, illustre parfaitement où cette vision du monde peut nous mener. Une réduction de toute l'existence à un processus purement matériel, indifférent, sans aucun doute. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Car malgré son acceptation très large, je pense que la théorie fait face à des défis scientifiques très importants, des questions qui sont sur la table depuis plus de 160 ans. Le premier de ces grands défis se trouve au cœur même de la vie, au plus profond de nous. C'est l'information, incroyablement complexe, qui est codée dans notre ADN. Notre intuition nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Quand on voit une information qui est à la fois complexe et spécifique, comme le texte dans un livre, on se dit qu'il doit y avoir une intelligence derrière. C'est une analogie qui fait réfléchir. Pensez-y un instant. L'ADN d'une seule de nos cellules contient plus d'informations structurées qu'une collection complète d'encyclopédies. L'idée que quelque chose d'aussi complexe ait pu émerger par des processus purement aléatoires, c'est un peu comme imaginer qu'une explosion dans une imprimerie puisse produire un dictionnaire. Le deuxième défi majeur que je souhaite aborder ne vient pas de la biologie moléculaire, non, il vient de la géologie, des archives de la Terre, c'est-à-dire les fossiles enfouis juste sous nos pieds. Plutôt qu'une longue chaîne d'évolution lente et graduelle, ce que les archives fossiles nous montrent, c'est un événement connu sous le nom d'explosion cambrienne. C'est un moment, sur une échelle de temps géologique très courte, où une multitude de formes de vie animales complexes apparaissent comme sorties de nulle part, avec très peu de précurseurs évidents dans les strates géologiques juste en dessous. Cette frise chronologique met vraiment le doigt sur le problème. On a une période immensément longue, dominée par des formes de vie relativement simples, et puis, paf, cette apparition soudaine de complexité. Ça pose une vraie question par rapport à l'idée d'un arbre de la vie lent et progressif que Darwin avait imaginé. Et ce qui est fascinant, c'est que Darwin lui-même était parfaitement conscient de ces difficultés. Il n'a pas du tout caché les problèmes que les fossiles posaient à sa théorie. Il a directement posé la question, mais où sont les fossiles de transition? Pourquoi on ne trouve pas de traces de ces ancêtres dans les couches rocheuses les plus anciennes? Et voici son aveu d'une très grande honnêteté intellectuelle. Il n'avait pas de réponse satisfaisante. Il a écrit que, à son époque, le cas devait rester inexplicable. C'est une reconnaissance assez remarquable qui montre bien qu'il était conscient de la complexité du problème. C'est pour cette raison que, personnellement, je trouve utile de distinguer la science du scientisme. La science, telle que je la conçois, se fonde sur des preuves qu'on peut observer et tester. Le scientisme, c'est un peu différent. C'est la conviction que la science finira bien par tout expliquer par des causes naturelles, même quand les preuves manquent pour l'instant. L'idée que les fossiles manquants finiront bien par être découverts est au cœur du débat. Est-ce une prédiction scientifique légitime ou est-ce que ça s'apparente à une forme de foi dans la méthode? Parce qu'après plus de 160 ans de recherche intense, et même si de nombreuses découvertes ont été faites, les grandes questions que Darwin lui-même a soulevées me semblent toujours d'actualité. Alors, pour conclure cette discussion, j'aimerais simplement laisser cette question en suspens pour la réflexion de chacun. Au vu des arguments et des questions qui demeurent, quelle approche finalement demande le plus grand pas sur le terrain de la foi?